innocents se retrouvent condamnés. Puis sa vie à leurs doigts parce qu'ils sont ignorants. Injusticia vous parle de droit, de ses obligations et de ses devoirs. Injusticia, il expose le droit. Injusticia, une mission qui vous parle de droit. Il vous parle de droit. Injusticia, votre magazine qui vulgarise les principes essentiels de base du droit. Injusticia est désormais chez vous. Prenez rendez-vous avec Adams Malaika chaque mercredi à 19h sur DRTV International. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur Injusticia. Merci de nous faire confiance et de nous recevoir chez vous. Alors, nous parlerons aujourd'hui sur la protection de l'enfant avec comme invité M. Biviou Joseph qui est consultant en protection de l'enfant. Alors, M. Biviou, je vous salue, bienvenue sur Injusticia. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Quel serait votre dit aux téléspectateurs qui nous suivent à présent? Le premier dit, c'est dire que vraiment je félicite DRTV de m'avoir donné cet espace-là pour parler de la protection de l'enfant qui est un domaine orphelin en intervention pour l'instant, voilà, ce qui est un domaine encore méconnu du grand public. Voilà, alors en tant que vous êtes consultant en protection de l'enfant, bien sûr, avec cette qualité que vous avez, comment expliquerez-vous la direction de protection légale de l'enfance? Vous savez, je suis en même temps directeur de la protection légale de l'enfance. Et la protection légale, la direction de la protection légale de l'enfance, c'est une direction au ministère de la Justice, du secrétaire général de la Justice, qui est en charge de la mise en œuvre de la politique de protection légale ou judiciaire de l'enfance et aussi de mettre en œuvre les mesures éducatives et rééducatives prononcées par les juridictions des mineurs, des enfants. Alors, qu'est-ce qu'un enfant? On entend souvent parler de l'enfant. Comment expliquerez-vous le mot enfant? Enfant, enfant parce qu'il y a deux acceptions. Deux acceptions parce qu'il y a l'enfant en tant que fils d'un tel ou fille d'un tel. Ce n'est pas cet enfant qui nous concerne. L'enfant, c'est un enfant, c'est un être humain qui a moins de 18 ans et qui n'a pas encore atteint l'âge de la minorité, l'âge de la majorité par disposition spéciale. Ça, c'est la loi, la définition de la Convention relative de l'enfant, et cette définition a été intégrée dans la loi Potignon, la loi 4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l'enfant en République du Congo. Et donc, l'enfant, c'est un être humain qui a moins de 18 ans. Alors, y a-t-il une différence entre la minorité et l'enfance? Minorité et enfance disent la même chose, en le sens que c'est une période, un stade de développement de l'être humain qui se situe entre 0 et 17 ans révolus. Alors, si je comprends bien, il n'y a aucune différence entre la minorité et l'enfance? Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Nous sommes moins de 18 ans. Voilà, moins de 18 ans. C'est une période stade, la première période de l'être humain, le premier stade de développement de l'être humain qui se situe entre 0 et 18 ans non révolus. Alors, selon la loi, quelle serait la solution pour les enfants déplacés, les enfants demandeurs d'asile, les enfants réfugiés, les enfants de la rue, les enfants vivant avec handicap, évidemment aussi les enfants séparés et les enfants en conflit avec la loi? Quelles seraient ces différences-là? Quelle serait la meilleure solution pour eux? Mais il y a à chaque type d'enfant une solution appropriée qui lui correspond. Parce que ils ne vivent pas la même situation. Et donc, pour chaque enfant, ce sont des enfants à besoins spécifiques. Un enfant, prenons le cas d'un enfant réfugié, c'est un enfant qui pour des raisons, qui a fui son pays, pour des raisons de persécution, de guerre ou de catastrophe naturelle. Et donc, il quitte son pays pour arriver dans un autre pays. Et donc, il faut des mesures spéciales, des programmes spécifiques à ce type d'enfants
qui ont besoin d'avoir le droit d'asile et d'avoir le statut de réfugié. Et la loi congolaise, la loi Potignon leur donne droit, la capacité de solliciter, de demander asile ou le statut de réfugié. Comment faire Mais donc, pour chaque type d'enfant, un programme spécifique. Le cas des enfants de la rue, par exemple, c'est des enfants qui ont en rupture, en rupture avec leur famille et qui ont opté pour la rue comme leur espace de vie au quotidien. Et donc, à ce type d'enfant aussi, il faut un programme approprié qui va permettre au finish le retour en famille sans heurts. Voilà, donc à chaque type d'enfant, un programme approprié. Donc on ne peut pas avoir une solution globale pour toute catégorie d'enfants. Ce sont des enfants à besoins spécifiques qui nécessitent des programmes, des solutions aussi spécifiques adaptées à chaque type d'enfant. Est-ce que vous êtes soutenu par rapport à tout ça? Mais de toute façon, les problématiques, c'est à ce qui concerne les enfants réfugiés, c'est le Sénat, c'est le ministère des Affaires étrangères, et qui travaille avec l'appui du ministère de la Justice concernant en ce qui concerne l'intérêt supérieur de l'enfant, la détermination de l'intérêt supérieur de l'enfant. Nous, on participe dans la détermination de l'intérêt supérieur de l'enfant aux côtés des autres comme le ministère des Affaires sociales à travers la direction de la famille. Voilà, et donc la problématique aussi des enfants de la rue, il y a deux ministères qui sont impliqués à le lead, il y a les affaires sociales, il y a aussi le ministère de la Justice à travers et la société civile qui est impliquée à travers le REIPER qui est spécialisé dans la prise en charge des enfants en rupture, avec l'appui de deux ministères. Et de l'UNICEF, bien sûr. Et de l'UNICEF, et du HCR, tout ça. Et de l'Union européenne aussi. Ok. Comment expliquerez-vous les vagabondages et la mendicité des enfants? Le vagabondage et la mendicité des enfants, c'est beaucoup plus des enfants qui ont échappé au contrôle de l'autorité parentale. Et donc, qui ont beaucoup plus souvent abandonné l'école et qui préfèrent déambuler dans les villes. Et c'est des enfants qui s'inscrivent dans le registre des enfants en danger. Et donc, il faut agir pour le faire de telle sorte qu'ils sortent au plus vite de ce comportement. Sinon, ils vont basculer ils peuvent devenir par la suite des enfants de la rue. Mais quelles seraient ces causes? Et en ce qui concerne, par exemple, la mendicité, il y a deux types de mendicité. La mendicité pour la survie personnelle, il y a la mendicité pour autrui. Et à travers aussi, on utilise les enfants, à travers la tête des enfants, on peut utiliser ces enfants-là pour aller commander, pour avoir de l'argent pour autrui. Et ça, et comme la loi pourtant traite des personnes, on a prévu des pénalités, des sanctions pour ça. Dès que la loi sera promulguée, et donc la justice peut maintenant se mouvoir pour poursuivre ces auteurs. Mais comment savoir que cet enfant commande l'argent pour autrui? C'est un peu compliqué. Mais c'est facile. Il suffit qu'il y a les policiers les gens sont formés déjà dans l'identification des enfants victimes de traite. Voilà. Et les auteurs de traite peuvent être poursuivis. Parce qu'il n'y a pas que la mendicité, il y a aussi le travail domestique, le travail dans les marchés. On utilise des enfants victimes de traite pour ce travail-là. Et d'où on a prévu une infraction concernant la mendicité pour autrui dans la loi qui est déjà votée par les deux chambres et qui, ici, là, sera promulguée par le président de la République. Vous venez de parler des vagabondages des enfants. Quelles seraient les causes principales suite à ces vagabondages? Mais les causes, c'est quoi? La vraie, on parle aussi souvent de déficit de contrôle, de défaut de contrôle des parents, parce que les responsabilités incombent aux parents et l'abandon scolaire aussi, c'est un motif, ça peut être cause ou ça peut aussi être la conséquence. Il y a beaucoup plus aussi la pauvreté, la misère quand les gens n'ont pas de moyens de survivre et on utilise la mendicité comme moyen de survie. Et donc, et puis il y a aussi l'infraction concernant la mendicité par autrui, c'est des gens qu'on utilise pour... Et puis à travers aussi certaines croyances, certaines pratiques de certaines religions.
Et vous savez qu'au Sénégal, il y a le phénomène de Tibet, tout ça, où le marabout, le chef religieux, c'est reconnu par leurs pratiques. Et parfois, c'est déshonorant parce que l'enfant dans cette situation cesse d'être... C'est un traitement inhumain et dégradant pour les enfants, et c'est une façon de leur voler leur enfance. Donc ils ne peuvent pas jouir pleinement, entièrement de leur enfance du fait qu'ils font un travail dégradant. C'est une forme de travail des enfants. Et donc l'enfant, c'est à l'école, pas dans le vagabondage ou dans la mendicité qui déshonore l'enfant, qui déshumanise l'enfant. Mais c'est vous, qu'est-ce que le droit d'un enfant et quels sont les principes, évidemment, de droit de l'enfant? Voilà, il y a le droit d'un enfant et les droits de l'enfant. Le droit d'un enfant, c'est le droit inhérent à tout être humain, le droit inhérent qui tient compte de son individualité, et en tant qu'être humain, à part entière l'enfant. Aussi, en tant qu'enfant, qui est un être fragile, il doit bénéficier des mesures spéciales de protection. Voilà. Et en ce qui concerne les principes de droit de l'enfant, il y en a 4. Il y a l'intérêt supérieur de l'enfant. Tout ce qu'on doit faire sur l'enfant, on doit le faire pour son bien. En français facile, parce que l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est un terme un peu savant. On le fait pour son bien. Et puis le deuxième principe, c'est la non-discrimination. Tous les enfants handicapés ou tous les enfants à besoins spécifiques ou les enfants dits-normaux doivent être traités de la même façon. Et finalement, pour les enfants à besoins spécifiques, et notamment les handicapés, ils doivent avoir des programmes. On peut parler aussi de la discrimination positive pour qu'ils se mettent au même diapason que les autres enfants dits normaux. Et le troisième principe, c'est le droit à la vie, à la survie et au développement. Et l'enfant doit bénéficier de tout ce qu'il faut pour développer tout son potentiel. Le droit à la santé. L'enfant malade doit être soigné. Et le quatrième principe, c'est l'opinion de l'enfant. Et ça, c'est le problème qui pose parfois, c'est le problème que comment on peut donner à l'enfant le droit de s'exprimer. On doit tenir compte de ce qu'il dit. Et on nous dit que oui, on doit tenir compte de l'opinion de l'enfant. L'enfant, c'est un être humain. Dans un processus d'éducation, le processus est actif. Cet enfant, on ne le dresse pas, l'enfant, on l'éduque. Donc, c'est un processus. Et donc, on doit tenir compte de son point de vue. Mais l'enfant a capacité de raisonnement. Et l'enfant, le point de vue de l'enfant doit être pris en compte quand son point de vue est en phase avec son intérêt supérieur. Est-ce que le point de vue de l'enfant est-ce que c'est pour son bien? Et les parents, en tant qu'en charge de l'autorité parentale, des guides, peuvent dire non à un point de vue de l'enfant qui n'entre pas, qui n'est pas pour son bien, qui est contraire à son bien, à sa vie, à son développement. Les parents, en tant que censeurs, à qui incombe la charge d'éduquer l'enfant, peuvent émettre un point de vue contraire à l'opinion de l'enfant qu'il aimait, parce que à chaque stade de l'enfant aussi, on doit tenir compte. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple, un enfant de 5 ans ou 6 ans dit « Papa, il faut m'acheter le téléphone Android ». Là, les parents peuvent s'opposer parce que ce n'est pas pour son intérêt vu son âge. Voilà. Voilà ce que je tenais à dire. Mais la plupart des enfants ont des téléphones Android. Mais les téléphones Android, c'est pourquoi le téléphone pour les enfants. Il y a pour les jeux doivent être sains. Pour l'école, oui, les enfants, c'est un moyen aussi, c'est un support d'éducation, parce que l'Android, à travers le Google, c'est des bibliothèques ambulantes. Et ça, c'est bon. Mais il y a le revers de la médaille. Quand on rentre dans des sites pornographiques, quand on rentre dans des sites de violence, c'est contre-indiqué pour les enfants. Et donc voilà pourquoi on dit oui, l'opinion de l'enfant, tout ce qu'on doit faire sur l'enfant, on doit quand même écouter son point de vue. Oui. L'enfant, c'est un être humain, mais ce point de vue doit être encadré par les enfants. Si ce point de vue, la production qu'il devait émettre, si c'est contre son éducation, c'est contre les parents. Les parents peuvent dire non à l'opinion de l'enfant.
Injusticia. Nous parlons toujours sur la protection de l'enfant comme notre thème du jour, avec comme invité du jour M. Bivio Joseph, qui est consultant en protection des droits de l'enfant. Alors, M. Bivio, nous avons tant parlé de l'enfant, et actuellement, je vais savoir qu'est-ce qu'une protection de l'enfant. Mais la protection de l'enfant, c'est une définition globale, c'est l'ensemble des mesures, Oui. aussi bien préventives que prises en charge. Ces mesures peuvent être sociales, médicales, éducatives, juridiques, judiciaires, sécuritaires, qui visent à prévenir les cas de risques sociaux, les cas de maladie, les cas de déviance, les cas de délinquance. Et aussi, si on est en face des enfants qui sont déjà dedans, et donc il faut prendre des mesures de prise en charge globale, holistique, qui feront que l'enfant puisse sortir de ce cas, de cette déviance ou de cette délinquance ou de cette maladie. Voilà, la définition globale de la protection de l'enfant renvoie aux aspects sociaux, médicaux, juridiques, judiciaires et psychologiques, et parfois psychiatriques de l'enfant pour le prendre en charge. Et il y a le volet préventif, par exemple la vaccination en matière médicale. Les enfants doivent être soignés, on doit prévenir contre les grandes maladies. Comment peut s'effectuer la protection du point de vue de santé de l'enfant, du point de vue de son environnement et du point de vue de son travail? Voilà. Vous savez que les enfants ont des droits. Et il y a des personnalités physiques ou morales qui sont titulaires d'obligations. Et donc nous avons d'abord les parents et puis l'État. Et donc c'est à leur charge d'assurer la santé des enfants, proposer aux enfants un environnement protecteur, épanouissant et donc sécuritaire pour les enfants pour qu'ils se développent dans les très bonnes conditions. Voilà. Et donc, quand je dis ça, c'est de façon synthétique, parce que il n'y a pas que les parents. L'environnement familial, oui, c'est le parent, mais il y a l'environnement, il est vaste, il est milieu, donc c'est la responsabilité. Donc l'environnement peut aussi influencer l'enfant. Nécessairement. L'enfant, quand il est né avec des attributs d'humain, mais tout ce qu'il trouve, il les acquiert. Et donc quand un environnement est protecteur, assaini, c'est propice pour son développement. Mais quand un environnement est pollué, comme l'environnement au niveau, c'est secret pour tous. Vous savez que quand l'enfant sort même à l'intérieur d'une parcelle, il y a des ngandas. Quand vous sortez dans la rue, il y a le bruit, tout ça, et les nuisances sonores partout. Les enfants n'ont même pas le temps d'apprendre. Et il y a aussi les effets, les nuisances. Il n'y a pas que les bars, il y a aussi certaines églises de réveil qui ne se donnent pas le temps de bien faire leur église de façon que le bruit ne puisse pas nuire à autrui. Quelles seraient quant à les causes et conséquences du phénomène communément appelé le phaseur ou le chégué? Les causes sont multiples et on signale toujours on parle de la pauvreté, mais il y a aussi le cas des maltraitances. Et quand les familles sont séparées ou divorcées et recomposées par la suite, et les enfants subissent parfois les maltraitances du côté de leur belle-mère, la nouvelle femme de papa. En le traitant de la sorcellerie. Voilà, et aussi du côté du beau-père, le nouveau mari de la maman, à travers parfois les violences sexuelles. Voilà. Et puis il y a aussi le phénomène de sorcellerie qui a pour origine, qui a pris l'ampleur à travers la prolifération des églises dites de réveil. Et donc il y a beaucoup de causes, et parce que nous avions vu, il n'y a pas que ce cause, et c'est beaucoup plus, une cause ne peut pas pousser l'enfant à se retrouver dans le... Il y a une coalition de causes. Voilà. Et parfois il y a des causes favorisantes,
et les causes qui déclencheuses. Et là, un seul facteur ne peut pas. Donc c'est plurifactoriel qui pousse l'enfant à se retrouver dans la rue. Et dans la rue, les conséquences, c'est quoi? Les conséquences, c'est que l'enfant, dans la rue, est exposé à tous les maux. La culture de la rue, c'est la culture de la débrouillardise. C'est une jungle qui se part. Et donc, les gens s'organisent en groupe d'influence, des espaces d'influence. Et puis, il y a des bagarres. Et puis, la vie dans la survie, la vie de survie les pousse parfois à commettre des infractions à la loi pénale. Et parfois, il y a un nombre d'enfants qui se retrouvent devant le juge des enfants. Oui. Et le problème se pose quand l'enfant commet un tort sur autrui, un enfant de la rue qui n'a pas de parents. Et on dit que la responsabilité civile incombe aux parents, mais un enfant de la rue n'a pas de parents. Et donc, ce sont des structures qui s'occupent de ces enfants-là, qui peuvent se substituer pour les dédommager. Et là, c'est un problème pour l'État. Et parfois, le juge des enfants, le tribunal pour enfants, est confronté à cette situation de réparation. Parce que la matière civile, ce sont des parents. Mais l'enfant de la rue n'a pas de parents, mais qui va se substituer. Et les associations qui s'occupent n'ont pas assez de financement pour se constituer, pour réparer le préjudice subi causé par l'enfant de la rue. Et tous ces problèmes à voir avec l'État. Une justicia. Est-ce que la loi prévoit un travail approprié pour l'enfant? Le travail, oui, la loi et le travail des enfants, c'est le travail qui nuit à la santé, à son éducation, à sa sécurité et à son développement. Voilà, c'est le travail des enfants. Et le travail donc qui ne nuit pas à l'éducation, tout ça c'est du travail éducatif. Et donc les enfants, le droit à la participation. Les enfants dans le foyer, dans la famille, doivent aider maman. Ils doivent se préparer à être majeurs demain, à prendre leurs responsabilités. Et donc c'est le travail éducatif à la maison. C'est différent du travail des enfants qui est un travail interdit, qui nuit à sa santé, à son éducation, à sa sécurité. Voilà. Et donc, le travail des enfants, on dit oui, l'enfant, dans la famille, doit travailler, doit participer à la vie de la famille et donc doivent être en capacité, selon son âge, selon ses aptitudes, de faire le même travail de ménage. Mais seulement que ce travail de ménage ne soit pas vécu comme une corvée qui peut l'empêcher à aller à l'école, qui peut l'empêcher à jouer, qui peut l'empêcher à relire ses leçons. Voilà la nuance. Le travail des enfants, c'est le travail qui est accepté par les enfants, c'est un travail qui ne nuit pas à sa santé, à sa sécurité, à son développement. S'agissant de la compétence du tribunal pour enfants, à quel âge leur compétence cesse? Vous savez que les enfants ne sont justiciables que devant leur juridiction spécialisée. Donc, les enfants en danger moral en matière civile, c'est le juge des enfants. Et les enfants délinquants, en conflit avec la loi, selon les compétences. Quand c'est des petits délits, c'est le juge des enfants. C'est en fonction aussi des âges. Un enfant de moins de 13 ans, par rapport à la loi de protection de l'enfant, un enfant de moins de 13 ans bénéficie de l'irresponsabilité pénale absolue. Donc pas de poursuite pénale. Et donc, il peut commettre l'infraction, oui, il n'est pas responsable. Il n'est pas responsable parce qu'à cet âge-là, il n'a pas la pleine et entière conscience des actes qu'il pose. Et donc, c'est des mesures, et on bascule c'est un enfant en danger moral. Et donc, le juge le considère comme un enfant en danger moral qu'on doit rééduquer, qu'on doit accompagner de façon éducative, de façon qu'il ne bascule pas dans la... Si un enfant de moins de 13 ans commet une infraction, il donne la mort à une personne, par exemple. Oui. Cette personne a perdu sa vie. Oui. Alors, comment pouvez-vous dire que ces mineurs n'ont pas de responsabilité à son égard? Mais ce sont les privilèges de la juridiction des lois concernant les enfants. Parce qu'un enfant de 13 ans qui part méga tout ce qu'il tue, il n'a pas la conscience pleine et entière de ce qu'il a posé. Et donc, il est en danger moral, donc il doit être rééduqué. Par contre, c'est prévu que les dommages et intérêts, la réparation civile incombe aux parents. Donc ce sont les parents qui réparent.
l'enfant, moins de 13 ans, qui commet une infraction, même grave, doit être par la police devant le juge des enfants. Et le juge des enfants doit prendre des mesures éducatives de rééducation pour que cet enfant-là ne puisse plus retomber dans cette affaire. Oui. Comment est-ce que ces juges procèdent à cette mesure de rééducation sur l'enfant? Mais les mesures, il n'y a pas que cet enfant, il y a même des enfants de 13 ans, tout ça parce que la loi concernant les enfants, quand il y a eu une rupture entre la justice des droits communs et la nation pénitentiaire, nous avions hérité de la France et ça a été consolidé par nos propres lois. L'enfant, en tant qu'enfant, bénéficie de l'excuse atténuante de minorité. Ça veut dire quoi? Qu'il ne peut pas être traité comme un adulte, comme un majeur. Et donc, la priorité, c'est l'éducation. La condamnation, ça doit être une exception. Voilà les principes de droit de l'enfant concernant les enfants en conflit avec la loi. Et donc, si à travers l'enquête sociale, à travers les erreurs psychologiques, on montre que l'enfant est éducable, rééducable, donc le juge ou le tribunal pour l'enfant, et même la cour criminelle des mineurs doit retenir l'excuse atténuante de minorité. Un placement dans un centre d'éducation, des placements éducatifs. Et dans ces placements, le juge des enfants ne condamne pas. Le juge des enfants, en retenant l'excuse atténuante de minorité, confie l'enfant à des éducateurs, à des psychologues pour une rééducation à travers... En les laissant en liberté. Ils sont dans des centres. Okay. Et certains délits aussi, ils peuvent être placés, maintenus dans sa famille, ou bien au changement de famille, et l'enfant est suivi par un éducateur avec un projet éducatif. Ce sont les éducateurs du service d'action éducative en milieu ouvert auprès du tribunal pour l'enfant. Voilà pour l'enfant, la finalité, c'est que ce n'est pas le répressif, c'est pas... Il faut le rééduquer. Mais par contre, la réparation civile est supportée par les parents. Voilà. Et c'est ça qui pose un problème au niveau de la compréhension de la justice des mineurs. Les gens pensent qu'on favorise les enfants. C'est ça. Et on encourage les enfants à commettre des infractions, oui. Ça, il y a une mauvaise vision. Parce que maintenant, là, le Congo n'a plus de centre de rééducation. Mais si on peut interroger, répartis dans l'histoire, les enfants qui commettaient des infractions et qui bénéficiaient de l'excuse atténuante de minorité étaient placés dans les centres de rééducation. Vous savez que, on peut le dire, il y a des officiers de police, de la gendarmerie, même des magistrats de l'époque, qui n'eût été ce centre-là, ils ne seraient pas magistrats, ils ne seraient pas officiers de police judiciaire. C'est grâce au centre de rééducation que ces enfants-là ont été réhabilités. L'enfant qui commet une infraction, on dit toujours que c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Il tombe, on doit l'aider à se relever. Voilà la vision et l'esprit de la justice des enfants, de la protection légale de l'enfant, le travail du juge des enfants, le travail du tribunal pour l'enfant, qui est accompagné avec la direction de la protection légale de l'enfance, qui met à sa disposition des éducateurs nécessaires pour le volet éducatif. Maintenant, si le tribunal ou la cour criminelle ne retient pas l'excuse atténuante de minorité, en ce moment-là, on peut condamner l'enfant à une peine de privation de liberté. Il y a aussi une visée aussi éducative. Pendant un temps, il y aura, comme le juge des enfants est à la fois juge d'application de peine, on peut penser que l'enfant, il est en train de s'amender dans et donc on peut le retirer, et l'enfant, le juge peut prendre aussi, le sortir, le placer dans un centre. Voilà. Et donc, les mesures sont douces et puis sont sujettes à modification dans l'intérêt supérieur de l'enfant. In Justitia. Voilà, In Justitia. On continue toujours sur le thème la protection de l'enfant avec comme invité M. Biviou Joseph, qui est consultant en protection de l'enfant. Alors, M. Biviou, je reviens à vous. Ma préoccupation suivante est de savoir, existe-t-il des atteintes à la propriété de l'enfant ou bien au patrimoine de l'enfant? Quand on est enfant, on est sous l'autorité des parents. Et donc, s'il y a atteinte, même le patrimoine, l'enfant, en principe, n'a pas de patrimoine, sauf si les parents ont décidé de faire des donations. Et les donations, jusqu'à preuve de compte, tant qu'ils ne seront pas majeurs, sont sous le contrôle des parents. Et donc, le patrimoine, et quoi tu disais? Le patrimoine et l'autre affaire que tu venais de dire. La propriété ou le patrimoine et la propriété, en principe, les enfants n'ont pas la capacité d'avoir les propriétés. Et donc, ils sont encore sous le contrôle des parents. Sauf si on décide
parce que l'enfant peut aussi travailler à 16 ans, et l'enfant, s'il a déjà un salaire, tout ça, mais même le salaire là, il ne peut pas toucher son salaire, il ne peut pas ouvrir un compte en banque, à condition que, c'est tous les parents qui gèrent, à condition que les parents décident qu'il soit émancipé par disposition spéciale, par jugement du tribunal d'instance. Sinon, l'enfant est encore sous le contrôle, tous les biens sont sous le contrôle des parents. L'enfant n'a pas qualité de conduire même le véhicule. Donc, si tu ne conduis pas, tu ne peux pas avoir un véhicule. À moins s'il ne peut pas conduire. Les enfants ne peuvent pas ouvrir des comptes. L'enfant ne peut pas décider de là où il peut loger. Il ne peut pas les louer. Et donc, ils sont tous sous le contrôle des parents. Et donc, s'il y a des donations, s'il y a des comptes qui sont ouverts par les parents, tout ça, c'est encore sous le contrôle des parents. Maintenant, une fois majeurs, là, en ce moment-là, ils peuvent jouir de ces biens. Sinon, c'est sous le contrôle des parents. Ou bien alors, c'est par le voie de l'émancipation. Et quand il est émancipé, les enfants sont en capacité d'ouvrir les comptes. Que faire pour que la protection de l'enfant soit effectivement assurée? Il faut la participation de tous. Il faut, que l'État fasse un effort de façon que, pour prévenir de tout ça, il faudrait que les conditions d'éducation soient améliorées pour éviter que les enfants puissent abandonner l'école du fait des salles de classe qui sont pléthoriques, du fait que de déficit de table-banc. Et ça, c'est une façon de prévenir la délinquance. C'est une façon de prévenir, parce que l'école, c'est quand l'enfant ne va pas à l'école, c'est un enfant à qui on a volé l'enfance. Une justicia. Voilà, M. Bivio, comment expliquerez-vous l'adoption? Qu'est-ce qu'une adoption? Oui, le problème d'adoption. L'adoption, c'est un acte judiciaire, c'est un jugement de justice. Un acte judiciaire par lequel un couple ou un individu ou un célibataire peut prendre pour enfant un fils ou une fille dont il n'est pas le géniteur ou dont il n'est pas le géniteur. Voilà l'adoption. Et l'adoption, ce n'est pas la vente d'enfants. L'adoption, on opte pour l'adoption, c'est pour l'intérêt supérieur de l'enfant. Un enfant qui a été abandonné, jeté, et qui est placé dans les centres. Les centres, c'est des passages provisoires, c'est pour un temps. Et quand l'enfant est dans un centre d'accueil, c'est temporaire, c'est le temps de tenter de retrouver les parents biologiques, géniteurs ou les parents élargis. À défaut des parents élargis, mais il faut trouver une famille stable, durable. Voilà, il faut l'adoption. Voilà. Il y a aussi le fait que les parents se sont comportés mal. Par exemple, un parent qui abuse sexuellement de son enfant. Un père qui abuse sexuellement de son enfant, jusqu'à même l'engrosser. Ce père-là passe au jugement. Et dans le jugement, on peut prononcer la déchéance. Ça veut dire que cet enfant-là, le père cesse d'être le père de ses enfants. Ou même le juge des enfants saisit, le juge des enfants a la capacité de déchoir un parent pour manquement grave à ses obligations alimentaires ou à son autorité parentale. Et donc, on peut décider aussi que tu cesses d'être le père, et bien on peut trouver un autre père de substitution qui est un père adoptif qui peut s'occuper valablement de ça. Voilà, il y a des procédures. Pour l'instant, la procédure est individuelle. Nous sommes partis, le Parlement depuis 2014 a autorisé au président de la République de ratifier, à prendre un décret de ratification de la Convention de la Haye qui entre, surtout l'adoption internationale, pour un peu réguler ça, pour un peu contrôler ce mécanisme. Malheureusement, depuis 2014, les instruments de ratification ne sont pas encore déposés via les affaires étrangères aux Nations Unies. Et là, c'est un obstacle. Parce que les adoptions internationales posent problème. Or, il faut une autorité centrale pour réguler ça. Le juge peut rendre son jugement, mais c'est d'abord l'autorité centrale qui recueille ces demandes, qui mène des enquêtes, qui doit former les candidats à l'adoption et qui doivent former à la fin, on fait la sélection. Voilà, et donc pour l'instant, l'adoption individuelle, et donc elle est encore sujette à caution. Voilà, M. Bivio, je suis très contente de vous recevoir sur Une Justicia. Merci beaucoup, infiniment, et je remercie aussi DIR TV, qui, je souhaite que ça ne doit pas être
une dernière fois. Ce n'est qu'au revoir. On pourra se retrouver prochainement. Voilà, c'était Injusticia. Nous avons parlé aujourd'hui sur la protection de l'enfant avec comme invité M. Biviou Joseph, qui est consultant en protection de l'enfant. M. Biviou, comment expliquerez-vous l'adage qui fait l'enfant doit le nourrir, les soigner, l'éduquer? Les pères et mères ont l'obligation alimentaire. Nous vous retrouvons prochainement sur un autre numéro pour plus de plaisir. Ciao. La plupart des innocents se retrouvent condamnés vis-à-vis à leurs droits parce qu'ils sont ignorants. Injusticia vous parle de droits, de ses obligations et de ses devoirs. Injusticia, il expose le droit. Injusticia, une émission qui vous parle de droits. Il vous parle de droits. Injusticia, votre magazine qui vulgarise les principes essentiels de base du droit. Injusticia est désormais chez vous. Prenez rendez-vous avec Adams Malaika chaque mercredi à 19h sur DRTV International.